Bonsoir Essar. Bonsoir Tom et bonsoir tout le monde. Merci Essar. Alors Essar, on est arrivé au 46e CITREP, nous sommes le 4 septembre 2018. Nous approchons du 47e CITREP pour une raison très simple, c'est que nous allons bientôt arriver aux 2 années de CITREP. Comme avec Ouais, Christelle il y a quelques jours, quelques semaines, ça fait 2 ans patiemment que vous nous donnez des informations depuis la Syrie qui transpercent la chape de plomb médiatique mainstream et ça aide énormément à permettre à beaucoup de monde d'avoir une véritable possibilité de peser entre la propagande, il ne faut pas avoir peur des mots, la propagande des médias mainstream et puis des informations authentiques qui viennent du terrain par votre biais. Et donc, 2 ans bientôt. Merci en tout cas, moi aussi, de nous donner ces informations-là parce qu'elles sont extrêmement précieuses, extrêmement importantes pour que chacun oui, puisse avoir vraiment une information équilibrée sur laquelle pouvoir oui, forger sa conviction. tout à fait. Et puis merci à vous et merci surtout à tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent. Je sais que c'est très apprécié, que à chaque fois qu'on met en ligne un site web, moi j'ai des retours très positifs et même des remerciements de beaucoup de gens qui nous disent merci de nous donner quand même la vraie version des faits face à ce monde de médias mensonges qui pullule dans les médias mainstream. Alors Essar, on n'en fera pas une tradition, malheureusement, il faut quand même rappeler d'une manière incessante parce que les choses qui se passent sont quand même de l'ordre du crime de guerre, de l'assassinat, même du génocide. C'est tout ce qui se passe dans les territoires occupés, en Palestine, au Yémen et puis ailleurs malheureusement en plus de la Syrie. Donc je vous Mm. laisse nous donner ce préambule qui est quand même important. Tout à fait. Alors, pour commencer, je voudrais exprimer toute la solidarité avec le peuple palestinien qui continue à se battre contre l'horreur, en fait, et le peuple yéménite d'ailleurs, qui se battent contre l'horreur quotidienne, l'horreur au quotidien. Le peuple palestinien qui continue à se battre, qui continue à maintenir ses marches pour le retour et qui verse son sang, qui s'oppose par les chairs vives aux armes, aux chars et aux tirs, mais aussi aux bulldozers qui détruisent les maisons, aussi aux bulldozers qui enlèvent même qui arrachent les oliviers et qui veulent arracher en fait toute raison de vie et tout ce qui permet de vivre aux Palestiniens pour les tuer à petit feu. Et ça, c'est vraiment un crime de guerre, comme vous aviez si bien dit. C'est des crimes de guerre, c'est un génocide à petit feu, et en toute impunité et en toute bénédiction presque du monde qui se dit libre, qui se dit démocratique. Et de la même manière, cette guerre révoltante qui déverse tout un tas de bombes sur la tête des enfants, des jeunes, des femmes, etc., qui est en plus conjuguée d'un blocus général au Yémen et dont personne ne pipe mot. Ça, c'est un génocide en pure et due forme. Le choléra se propage. Comme il y a en fait blocus, on ne peut même pas faire passer les médicaments, les aides humanitaires, etc. D'ailleurs, c'est la même chose à Gaza. Et tout ça avec un soutien évident de l'Occident. Et puis l'ONU y a perdu largement de son image de neutralité et d'humanisme, parce que y a une telle, même en Syrie d'ailleurs, Mm. le comportement de l'ONU
est absolument dégueulasse. Hein. Je veux dire, prendre fait et cause pour soi-disant des réfugiés syriens dans la campagne d'Héra, alors qu'en réalité c'est des civils qui sont victimes d'expulsion de la part des terroristes pour créer un faux exode. Hein, pour justement servir de justificatif à l'ONU pour demander, exiger à Damas d'arrêter l'opération militaire qui maintenant a complètement libéré le sud-ouest syrien. Et comme par hasard, l'ONU est complètement aphone aujourd'hui. Hein, donc c'est bien que tout ça c'était une mascarade. Donc un organisme soi-disant international qui se tait maintenant alors que probablement c'est le moment où le plus important pour aider les populations. Voilà, bon, je crois que l'ONU a montré son vrai visage, hein, sa servilité vis-à-vis de Washington. Sous la coupe, il est clair que l'ONU est sous la coupe des pays donateurs, les Américains et malheureusement les pays les plus réactionnaires, l'Arabie Saoudite et le Qatar. Je voudrais quand même dire deux mots du fait que les États-Unis arrêtent de financer l'UNRWA, qui est l'organisme qui aide les réfugiés palestiniens jusqu'à maintenant et qui avait fait effectivement un certain nombre de réalisations. Ils amputent l'UNRWA du 2/3 de son budget, ce qui veut dire en fait une mort de faim décisive et certaine énormément à des millions ou des milliers de réfugiés, des dizaines de milliers voire des centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Donc là c'est aussi accentuer le génocide en allant dans ce sens. Voilà. Alors on va c'est vraiment révoltant. On va aborder le sujet principal de ce site web, c'est-à-dire la situation dans votre pays. On va quand même noter que si les choses se sont considérablement améliorées avec la libération de la Ghouta orientale, ensuite, après Alep, Alep-Est, le fameux Alep-Est, et puis le sud-ouest de la Syrie avec Dera et ses alentours, Quneitra en particulier. Voilà, on a quand même une préparation d'une offensive finale contre les terroristes dans le gouvernorat d'Idleb qui finalement fait réagir encore une fois et encore pire même les Occidentaux qui ne veulent surtout pas que ce foyer d'infestation terroriste soit supprimé, soit détruit, et qui essaye toutes les possibilités offertes, c'est-à-dire l'intimidation, les menaces de bombardement suite à un false flag à l'arme chimique, etc., etc. Donc on va aborder tous ces sujets-là. Je vous laisse la parole. Merci Essar. Merci bien. Alors, je voudrais rappeler quand même que la Ghouta et Douma ont été libérés, que le sud-ouest de la Syrie a été libéré aussi des terroristes, donc Dera, Souaïda, les frontières du Golan syriens occupées, et puis surtout les villages de Beidjen et puis en fait qui vont jusqu'au Golan. Effectivement, ils ont été libérés, qu'aujourd'hui l'armée syrienne continue à avancer pour la libération de l'est de Souaïda. Je rappelle quand même qu'il y a eu un massacre à Souaïda, une attaque de Daesh qui venait du côté d'El Tanf, nous en avions parlé dans un épisode passé, oui. Et qui ont commis des massacres et qui ont même kidnappé des familles, qui ont kidnappé des personnes, des femmes, des enfants, etc. Et aujourd'hui, l'armée syrienne donc avance tout à fait pour la libération totale de ces coins ou de ces points de ce secteur. De ces secteurs. En fait, ce sont des lieux où se cachent les terroristes de Daesh et qui sont dans des grottes, dans des lieux qui sont très difficiles d'accès.
malgré tout, l'armée syrienne, malgré le fait qu'il fasse 50 à l'ombre dans ces lieux-là, l'armée syrienne avance et libère de plus en plus de territoires de cette Badia d'Al-Laja et de Al-Safa à l'est de Souaïda. Donc ça, c'est vraiment très, très important à voir. De l'autre côté, elle avance aussi dans la campagne de Hama et de Homs. Donc de Homs vers le côté est et Hama vers le nord et le nord-est, ainsi que dans la campagne d'Alep ouest. Donc en fait, l'armée syrienne progresse dans tous les secteurs qui sont encore infestés de terroristes. Essentiellement aujourd'hui, Al-Nusra. Donc l'État syrien déclare, en fait, avec le principal maintenant souci de l'État syrien, c'est de complètement éradiquer Al-Nusra de la Syrie. Donc, alors, pour tous les terroristes, entre guillemets, et les terroristes ou les combattants qui sont d'origine étrangère, et ils sont très nombreux, il faut soit ils meurent, soit ils quittent le pays. Je rappelle qu'il y a des Ouïghours, il y a des Turkmènes, des Turkistan, des gens du Turkistan, des Tchétchènes. Il y a en quantité, en fait, à Idlib. Et des Russes. Donc, c'est la raison, en fait, c'est ce qui explique aussi que la Chine a exprimé aussi sa volonté de participer à l'éradication du terrorisme en Syrie, à Idlib. Elle a présenté sa volonté donc de participer et elle y participera sans doute parce qu'il y a des Chinois, des Ouïghours, qui sont des terroristes chinois. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 100 000 terroristes en fait qui sont là. C'est une très grande concentration et il y a aussi quelques millions de personnes, en fait 1 ou 2 millions de personnes qui sont pris en otage par ces terroristes-là dans la région d'Idlib. Ce qui fait que le combat à Idlib il est très très délicat et très important. La Syrie est déterminée à éradiquer le terrorisme, mais aussi en mettant en avant la responsabilité par rapport à la vie des citoyens et par rapport à la vie des gens. Donc il y a eu une ouverture d'un passage humanitaire du côté de Wadi Abu Drour dans Idlib et qui permet à la population civile de quitter, mais à partir du moment où ce passage humanitaire a été mis en place, ils ont été particulièrement violents vis-à-vis de la population et vis-à-vis surtout de toutes les personnes qui ont travaillé ou qui travaillent pour la réconciliation et pour la sauvegarde de vie des gens. Les accusants, alors il y a eu pas mal de personnes kidnappées, des personnes même qui ont été tuées, exécutées sous prétexte de collaboration avec la Syrie. C'est un remake de ce qui s'est passé à Alep, c'est un remake de ce qui s'est passé à la Ghouta orientale, c'est un remake de ce qui s'est passé à côté de Deraa. À Souaïda aussi, parce qu'il y a eu 41 personnes qui ont été massacrées aussi parce qu'elles travaillaient à la réconciliation et à la régularisation des personnes pour éviter les fusions de sang. Donc, c'est ça. Et là, c'est exactement le même scénario, effectivement, qui se passe. Ajouté au même scénario aussi où les pays occidentaux, les États-Unis, les pays occidentaux, qui, pour moi, en fait, moi, je vois comme ils s'activent à chaque fois que l'armée syrienne avance, ils s'activent pour sauver les terroristes et pour remuer toutes les instances, aussi bien à l'ONU que
les instances du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale, des conseils de droits de l'homme, de l'organisation d'interdiction des armes chimiques, etc. Il les secoue et il les mobilise pour défendre, pour retarder l'action de l'armée syrienne et surtout pour défendre les terroristes en disant que c'est l'armée syrienne qui fait des attaques chimiques, c'est l'armée syrienne qui... Alors, quand on est victorieux, je ne sais pas pourquoi on aurait recours aux attaques chimiques d'un côté. De l'autre côté, il est clair, et je le rappelle encore une fois, que la Syrie s'est débarrassée de tout son arsenal chimique en 2013, lorsqu'elle a signé son adhésion au traité de non-prolifération des armes chimiques, et lorsqu'elle s'est débarrassée de tout son arsenal chimique, qui a été détruit d'ailleurs par des bateaux américains. Et il y a eu une attestation claire, nette et précise de l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques et de la prolifération des armes chimiques, disant que de toute façon la Syrie est complètement, non seulement elle est exempte actuellement de toute arme chimique, mais que la destruction s'est passée dans d'excellentes conditions de coopération avec l'organisation d'interdiction, et que ils ont fini à temps, ils ont respecté parfaitement l'agenda qui était fixé par l'OIAC, alors que c'était des conditions qui étaient assez difficiles, étant donné qu'à l'époque, il y avait des terroristes qui pullulaient un peu partout en Syrie. Et qui ont attaqué, je me rappelle très bien de ça, ils ont attaqué même les convois qui transportaient les armes chimiques en direction de la côte. Hein. Ils essayaient d'empêcher, hein. C'était effarant quand même. Hein. Tout à fait, exactement. Vous faites bien de le signaler, ça, de le rappeler. Alors, tout à fait. Justement, Essar, vous parlez de ces rapports sur les armes chimiques. Vous m'avez parlé d'une déclaration d'un Russe qui s'appelle Cholguin. Oui. Dites-moi ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Qu'est-ce qu'il a dit? Cholguin avait dit, là, récemment, effectivement, il disait que l'organisation d'interdiction des armes chimiques ferait bien de prendre en compte tout ce que la Syrie et la Russie disent à propos de cette simulation, de cette tentative ou de cette volonté de mettre en scène une attaque chimique ou de réaliser une attaque chimique pour la mettre sur le dos de l'État syrien. Je rappelle quand même j'informe plutôt, parce que là c'est pas un rappel. Il y a eu des enfants qui ont été kidnappés par les terroristes à différents endroits d'Idlib. Il y a eu d'importantes quantités de chlore qui ont été transportées aussi, de chlore et autres substances chimiques d'ailleurs, pas seulement du chlore, compressé sous pression, mais aussi d'autres produits explosifs et empoisonnants chimiques qui ont été transportés, qui sont arrivés par les frontières turques, qui ont été posés dans un petit village à côté de Jisr-Shrour. Et la déclaration, l'ambassadeur permanent de la Syrie à l'ONU a décrit exactement le cheminement, le lieu, le tonnage, etc. Au Conseil de sécurité. Il a décrit tout ça en disant, on sait que ce sont les casques blancs et les terroristes qui essayent de simuler une attaque chimique pour la mettre sur le dos de l'État syrien afin de provoquer encore des bombardements. Oui. Donc, on peut rappeler à cet effet le bombardement avant qui précédait Douma
aussi où ils ont fait exactement le même scénario. Ils n'ont même pas attendu que la commission d'enquête puisse faire son enquête, puisqu'ils ont fait il y a eu l'agression tripartite contre la Syrie la veille de l'arrivée de la commission d'enquête. D'ailleurs, bien sûr, parce qu'ils étaient sûrs que la commission d'enquête n'allait rien trouver. Et je rappelle aussi le bombardement qui a été fait sur l'agression en fait qui a été faite par les Américains sur l'aéroport de Shairat au lendemain de cette attaque, prétendue attaque à Khan Sheikhoun, ou cette explosion à Khan Sheikhoun, où ils prétendaient qu'il y avait du gaz sarin. Alors que les casques blancs manipulaient les blessés supposés avec les mains nues, hein, sachant qu'on ne manipule jamais un blessé touché par une arme chimique avec les mains nues. Hein. Enfin, bon, voilà. Absolument, absolument. Bon, je voudrais quand même rappeler que les casques blancs ont été évacués aussi du sud de la Syrie, enfin de la route, par la nuit, en fait, via Israël. Ils ont été évacués et puis donc reconduits à Idlib dans le nord de la Syrie via la Turquie. Donc voilà, toutes ces mises en scène et toutes ces simulations et toutes ces attaques, tout ça pour provoquer des attaques de la Syrie et des bombardements contre la Syrie, pour aussi soutenir le moral des terroristes qui sont complètement en débandade étant donné les défaites qu'ils subissent les unes après les autres et partout, aussi en Syrie. Et puis surtout pour retarder aussi l'éradication du terrorisme, pour faire durer le maximum de temps le terrorisme en Syrie, ce qui leur permet vraiment d'épuiser, je peux dire, la Syrie, aussi bien sur le plan économique que sur le plan militaire, etc. Tout ceci conjugué avec un blocus économique important, espérant toujours épuiser le peuple syrien, en fait. Alors que dans les médias, ils n'arrêtent pas de pleurnicher sur les réfugiés, sur le peuple syrien, etc. Et en réalité, si la Syrie a fait appel après appel à ces réfugiés pour revenir au pays, et de ce fait, aujourd'hui, il y a donc une coopération avec les services libanais qui fait qu'il y a aujourd'hui des centaines de familles, enfin aujourd'hui depuis déjà 2 semaines, mais des centaines de familles qui reviennent en Syrie, du Liban, aussi bien par Jdeï-et-Tiabous que par un autre passage. Aujourd'hui, en ce moment, il y a plusieurs passages. En fait, c'est 2 passages qui sont ouverts pour le retour des réfugiés syriens du Liban. Mais je précise quand même que c'est un retour volontaire, et ça, c'est dans le respect de la volonté des personnes et dans le respect des êtres, enfin, le respect de l'humanité des gens. De ce fait, la Syrie a dépêché aussi des cars aux frontières syriennes pour chercher ramener les réfugiés qui reviennent. Alors, pas seulement des cars, mais des cars, des aides, des services médicaux. Donc, ils sont accueillis aux frontières vraiment comme les enfants du pays. Donc, voilà. Et ils ne cachent pas leur joie de revenir. Et puis, enfin, ils sont enfin chez eux, enfin respectés. Alors, je tiens aussi à dire que dans son accueil, en fait, l'État syrien ou tout l'ensemble des commissions, pas seulement de l'État, mais aussi de la société civile, en fait, des associations, etc., de la société civile syrienne, et puis surtout du Croissant Rouge syrien. Ils sont là pour pas seulement les accueillir, mais aussi
aider à une scolarisation rapide des enfants, etc. Donc les gens reviennent, ils sont accompagnés chez eux, aidés à pouvoir reprendre une vie normale si rien n'est détruit, etc. Et surtout dans les villes libérées où l'État syrien s'était activé vraiment avec beaucoup d'énergie pour remettre en place toutes les conditions de vie normale, c'est-à-dire la réhabilitation de l'infrastructure, la réhabilitation de l'électricité, de l'eau, etc., le déblayage s'il y a des gravats et des destructions, en fait le déblayage de tout ce qui est détruit, et puis une aide substantielle pour que les gens puissent reconstruire, revivre chez eux dans la mesure du possible. Et malgré tout, les gens sont très contents de revenir chez eux. Pour eux, c'est une nouvelle renaissance, en fait, et ça, on comprend parfaitement, parce qu'ils ont tellement été maltraités et méprisés, malheureusement, alors que la Syrie a accueilli tout le monde, vraiment, pendant les difficultés, aussi bien les Koweïtiens, les Irakiens, les Palestiniens, bien sûr, etc., et les Libanais. Donc, bon, malheureusement, les Syriens ont été maltraités partout, ou traités comme des réfugiés, alors que chez nous, ils sont traités comme nos frères. Alors, vous m'avez dit et ça, justement... c'est vraiment quelque chose, une amertume qui est exprimée par tous les réfugiés syriens qui reviennent. C'est quelque chose qui revient sans arrêt dans leurs propos, dans une amertume de... on a été accueillis très mal, alors qu'on a toujours fait un effort pour accueillir tout le monde très bien. Voilà. Alors justement, et ça, vous m'avez fait part d'un nombre de réfugiés qui au total seraient revenus en Syrie. C'est 1,3 million de Syriens, c'est ça? Tout à fait. Alors, 1,3 million, pas de réfugiés, mais d'exilés qui sont revenus chez eux, donc y compris les réfugiés. Voilà. Donc, les gens qui ont été déplacés, aussi bien les déplacés intérieurs que les déplacés extérieurs, mais dans les réfugiés, il y a plus de 60 000 personnes qui sont revenues, en fait. Et puis là, il y a des familles entières, des centaines de familles qui reviennent depuis 2 semaines du Liban. Donc, et de la Jordanie, continue. Vous m'avez dit de la Jordanie aussi, hein. De la Jordanie, ce n'est pas encore le cas, mais ça se prépare. Ah, d'accord. On pense que c'est imminent puisque l'État jordanien a enfin pris contact avec la Syrie. Il y a eu des rencontres entre le ministre des Affaires étrangères jordanien et russe, etc. Donc là, la situation se débloque. La Jordanie reprend un discours où ils disent quand même, cet après-midi même, j'ai vu un entretien avec le responsable, le chef du Parlement jordanien, disant que nous avons beaucoup d'amitié pour la Syrie, nous sommes pour l'indépendance de la Syrie contre les ingérences, etc. Et puis, nous espérons que les choses vont se mettre en place très rapidement pour la réouverture du passage Ansib. Ce qu'il faut savoir aussi, et il le reconnaît, il le dit, c'est que ce passage, il est plus préjudiciable. Quand il est fermé, il est plus préjudiciable pour la Jordanie que pour la Syrie, sur le plan économique, parce que c'est un passage, sur le passage d'Ansib, il y avait 7000 véhicules qui transportaient des marchandises qui passaient par jour. Imaginez le manque, en fait. Hein, et c'est la Jordanie et les pays du Golfe qui trinquent par la fermeture de cette frontière qui était occupée par les terroristes, qui était alimentée par les centres d'entraînement en Jordanie aussi, qui étaient dirigés par la chambre d'opération Al-Mok, hein, on connaît très bien, qui contenait les responsables du Mossad, des renseignements français, britanniques, américains et turcs. Hein.
Donc, bien sûr, avec des Jordaniens et des Saoudiens. Alors, si vous me permettez, Essar, parce qu'on se rapproche assez rapidement de la fin du site-rep, Oui. je vais aborder quelques points que vous m'avez donnés juste avant le départ du site-rep. Vous m'avez parlé Mhm. de stock d'armes des terroristes dans des villages libérés, des armes qui sont d'origine occidentale et israélienne. Absolument. Euh, Effectivement. Mm. alors, vous avez aussi les déclarations de la Russie qui met en garde les Occidentaux contre une opération militaire contre la Syrie à la suite d'un false flag à l'arme chimique. Hein. Les Russes ont été extrêmement clairs là-dessus. Mhm. Il faut savoir aussi, ça c'est quelque chose que je rajoute parce que c'est dans l'actualité ces derniers jours, des opérations, des exercices militaires ont été déclenchés par les Russes à proximité des côtes syriennes, avec un armada naval avec le nécessaire pour empêcher ces frappes de missiles contre la Syrie. Donc là, c'est pas une plaisanterie, il y a 25 unités navales mises en ligne et une trentaine d'avions de toutes sortes, dont des avions de longue portée qui sont spécialisés dans la chasse sous-marine. C'est pour dire que les Russes ne plaisantent pas. Vous Ouais. m'avez aussi fait part d'un incident qui s'est produit euh, au Conseil de sécurité, qui est actuellement, enfin sauf erreur, qui doit toujours être présidé par les Britanniques, et donc dont a été victime le représentant syrien, le docteur Bachar al-Jafari, au Mm. moment où justement il était en train de dénoncer la préparation de ce false flag. Et là, Mm. je dirais la représentante britannique est assez habituée à des sorties outrancières et assez vulgaires pour ne pas dire autre chose, Ouais. Mm. lui a coupé la parole. Oui, en fait, alors je reprends rapidement tout ça. Effectivement, il y a les Russes ont fait état dans toutes leurs déclarations, mais pas seulement dans les déclarations, mais en donnant preuve à l'appui, les images, etc., les images satellites, justement d'un montage qui se prépare pour une attaque chimique, ce qui serait fait par les casques blancs contre la population. D'ailleurs, j'ai rappelé quand même qu'il y a des enfants qui ont été kidnappés, Oui, etc. Et absolument. donc, à La Réunion, et la Syrie dénonçait aussi exactement ce même fait, avec une précision extrême du passage des camions, du lieu où ils sont et du lieu où va avoir la mise en scène, etc. En fait, hein, voir le crime, hein, parce qu'ils ils sont capables de tuer tout le monde, de tuer les enfants et dire c'est la Syrie qui les a tués. Mm. Donc, alors que notre ambassadeur, Dr Bachar Jafari, en parlait à l'ONU, enfin à l'ONU, c'est dans la réunion du Conseil de sécurité qui s'était réunie à cet effet. La présidente de cette séance, qui était la représentante britannique, hein, a coupé le son, clairement. Elle n'a pas trouvé mieux que de couper le son pour tout le monde. Donc, alors que l'ambassadeur Bachar Jafari en parlait. Donc, bien sûr, il y a eu après ça a été dénoncé dans les communiqués de presse et ça a été dénoncé. Ça joue contre eux en fait ce type de jeu, mais n'empêche qu'elle n'a pas répugné à le faire et elle a coupé le son en pleine séance plénière du Conseil de sécurité. Donc là, c'est dire à quel point il ne répugne rien. Voilà. Et il n'y a pas le minimum de principe. Ça, c'est un point. Le deuxième point, je voulais quand même dire que on avait parlé de Goldshin qui disait il est important que l'OIAC puisse prendre en compte en fait toutes ces déclarations où on dit qu'il va y avoir
une attaque chimique et qu'ils aillent faire des investigations tout de suite avant que la catastrophe n'arrive, hein, et qu'ils devraient prendre ces déclarations au sérieux puisqu'on est en train de donner des preuves exactes. Hein. Et dernier point quand même pour dire que les attaques qui ont eu lieu là cet après-midi par Israël contre la campagne de Hamas, oui. Et la population, une population civile dans un lieu d'estivage qui est Masht al-Hulou, qui reçoit des missiles sur la figure venant d'avions en fait qui ont violé l'espace libanais, la souveraineté de l'espace libanais pour s'attaquer à la Syrie. Il y avait des missiles qui sont tombés. Bon, il y a 4 qui ont été renvoyés par nos défenses, mais il y a eu quand même des victimes. Il y a eu 4 morts et un nombre de blessés graves, un nombre de blessés légers. Ça montre à quel point Israël est là pour soutenir les terroristes et est là pour leur remonter le moral en disant écoutez, nous sommes avec vous, même si les Américains vous aient abandonné, même si les Turcs vous abandonnent, ben nous on est là. Parce que les Turcs ils sont en train de changer aussi leur stratégie par rapport aux terroristes à Idlib. Étant donné les rencontres, les rencontres Astana qui à Sochi, c'est-à-dire les rencontres iraniens, les garants, disons, d'Astana, en fait, donc la Russie, l'Iran et la Turquie, qui avaient eu lieu à Sochi et qui vont avoir lieu dans 2 jours à nouveau. Donc, ils vont se rencontrer, les 3, une rencontre au sommet, non pas des ministres des Affaires étrangères, mais des présidents, cette fois-ci. Donc, on peut penser que le dossier syrien est un des plus importants et les décisions qui sont prises, cette fois-ci, elles seront appliquées puisqu'il s'agit de personnes en haut de la pyramide étatique, je dirais, dans les 3 pays. Donc, c'est M. Rouhani, c'est Erdogan et Poutine qui vont se rencontrer dans 2 jours. Donc, le 7 septembre à Tabriz, en Iran. Donc, voilà. Et ça, une dernière dépêche qui vient d'arriver, urgent. Donc, les USA réagiront vite et de manière appropriée si Assad a recours aux armes chimiques. C'est une dépêche Sputnik qui est tombée il y a à peu près 20 minutes. Donc, ça indique clairement l'orientation belliqueuse de Washington contre la Syrie. Je vais continuer pour égrener rapidement parce que évidemment nous arrivons presque au terme du SITREP. Donc la Russie appelle l'opposition armée à l'intérieur du gouvernorat d'Idlib à s'éloigner du front Al-Nosra. Vous avez fait remarquer que la Turquie semble poursuivre son changement de polarité en faveur de la Syrie. Vous m'avez signalé qu'un ancien conseiller américain présent à Damas apporte son soutien à l'armée syrienne contre les terroristes. Richard Blake était à Damas et a déclaré que de toute façon l'armée syrienne est en train de mener un combat de la civilisation contre la barbarie et que de toute façon elle réussira à vaincre le terrorisme et qu'elle se bat pour l'humanité. Ça, c'est quand même quelque chose de très important, en fait, qu'une personnalité américaine dise ça, et que surtout la politique américaine n'a pas servi le peuple américain et encore moins les intérêts de la paix et de la justice. Alors, voilà. Vous avez également signalé quelque chose qui est très important. On ne pourra pas s'étaler sur le sujet dans ce SITREP, mais je pense que c'est très important. Cette visite de représentants iraniens à Damas pour une coopération stratégique entre les 2 pays avec l'intention de l'Iran de fournir à Damas des systèmes anti-aériens fabrication iranienne ainsi que des avions également de fabrication iranienne.
Alors, en fait, c'est le ministre de la Défense iranien qui était en Syrie il y a 2 jours. Et cette semaine, en fait, il y a eu un accord qui était très important qui est passé, encore un accord stratégique de coopération militaire et de coopération économique, en fait, pour la reconstruction. Mais la partie coopération militaire, c'est en fait resserrer les liens pour la défense de la souveraineté des deux pays, mais surtout aussi un échange d'expertise pour la fabrication d'armes dans les deux pays, mais surtout en Syrie pour continuer à se défendre et à rester la tête haute, disait-il, dans les deux pays. Mais aussi, donc, aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, Jawad Zarif, était à Damas aussi. Le discours, la discussion tournait autour de la reconstruction et le fait que, effectivement, ce sont les pays qui aident la Syrie à lutter contre le terrorisme qui vont continuer à aider la Syrie pour la reconstruction. L'Iran et la Russie sont vraiment les principaux alliés pour la reconstruction. La Chine aussi. À cet égard, d'ailleurs, je peux dire 2 mots de la foire internationale de Damas qui est aussi suivie ou à la marge de cette foire. Il y a aussi une réunion de l'ensemble d'un ensemble d'hommes d'affaires syriens expatriés qui voudraient participer à la reconstruction. Et aussi, donc la foire elle-même, elle sert à ces contacts et à amorcer, disons, les contacts pour la reconstruction de la Syrie avec pas mal de pays amis, justement. Et ce que je trouve et qu'il faut signaler et qu'il est très important, c'est un des effets de la victoire de la Syrie, c'est que la Syrie aussi a réussi à créer un front très vaste dans le monde contre le terrorisme et surtout contre tous les pays qui soutiennent le terrorisme, qui sont les pays qui veulent imposer leur hégémonie sur le monde par des moyens détournés, donc par terrorisme interposé. Et ça, c'est un point qui est très très important. Non seulement de la victoire de la Syrie, mais de la lutte du peuple syrien pour l'ensemble des peuples du monde et pour la liberté et pour la stabilité et la paix et le respect des droits des peuples dans le monde. Et ça, c'est vraiment tout à fait important. Et à mon sens, ça change la face du monde actuel. Et on va de plus en plus vers le monde multipolaire qui permet plus aux uns et aux autres d'exister avec un épanouissement, une liberté en dehors de l'hégémonie qu'exerçaient les États-Unis sur le monde et l'Occident, en fait. Il faut dire les pays de l'OTAN aussi, hein, pour le pillage des ressources du monde entier, quoi. Donc là, c'est... Alors Essar, pour terminer ce site-rep, vous m'avez donné une information très courte. Hein. C'est la rentrée scolaire qui s'est produite le 3 septembre, lundi. Là, tous les jeunes Syriens sont rentrés à l'école. Ça, c'était donc hier. Et puis surtout, vous vouliez faire un petit laïus concernant malheureusement l'assassinat du leader, le chef de l'État... Ouais. le chef de la République populaire de Donetsk, qui s'appelle Alexander Zakharchenko, excusez-moi. Vous souhaitiez dire quelques mots? Oui, alors en fait, 2 choses. Effectivement, 4 millions d'élèves ont rejoint leurs écoles le 1er septembre, en fait, c'est dimanche, parce que dimanche, c'est un jour de travail chez nous. C'est le début de la semaine. Et donc 4 millions d'élèves ont pu reprendre le chemin de l'école et puis les livres, etc. Bon, bien sûr, dans des conditions toujours très difficiles puisque beaucoup d'écoles ont été détruites, mais beaucoup ont été déjà réhabilitées. Mais bon,
Beaucoup d'enfants qui reviennent des pays de refuge, ils sont ravis aussi de retrouver leur village et leur école. Ceux qui reviennent du Liban actuellement sont vraiment enchantés de revenir dans leur village. Ça, c'est un point important et très fort. Je voudrais aussi dire qu'à Deir Zur, 600 000 élèves ont repris l'école. Donc aussi, ils sont ravis. Et puis, cet attentat, cet assassinat, lâche assassinat de Zakharchenko, je crois que on y trouve parfaitement les empreintes du Mossad, de la CIA, et qui vise en fait le pays. C'est en fait l'Ukraine démocratique qui refusait l'intervention de l'Occident, qui refusait l'ingérence des États-Unis et qui était l'allié de la Russie, qui respectait, qui défendait le peuple ukrainien. Je voulais dire quand même que l'Ukraine et la Syrie sont toutes les deux liées systématiquement, et à chaque fois qu'on avance, que les États-Unis et les Occidentaux se sentent un peu dans l'impasse en Syrie, ils vont s'attaquer à l'Ukraine pour porter encore un coup à la Russie. En fait, c'est clairement la Russie qui est visée à travers cet attentat, cet assassinat. Et bon, mais en fait, je crois que le président Poutine ne pliera pas. C'est pas pour ça qu'il changera son attitude, ni ses positions, ni vis-à-vis de la Syrie, ni vis-à-vis de l'Ukraine, donc ni vis-à-vis de la Crimée. Donc, il est important de voir ça, et que tout ceci, c'est en fait est très lié. Tout ceci, c'est en fait la naissance du nouveau monde, un peu dans le déchirement, je peux dire, effectivement. Oui. Très bien. Merci Essar, encore une fois, de votre patience, de votre travail, de votre disponibilité. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Et à très bientôt pour le 47e CITREP avec le 2e anniversaire du CITREP. Des CITREP. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente rentrée, parce que je crois que la rentrée se fait dans tous les pays, à peu près au mois de septembre. Oui. Donc, bonne rentrée, et je vous dis à très bientôt, dans 2 semaines. Et merci de votre soutien à la Syrie, merci de votre comment dire, de votre attachement aux vraies informations que nous essayons de diffuser au maximum, d'ailleurs autant qu'on peut, et puis pour contrecarrer tous ces mensonges des médias mainstream. Je vous remercie et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.